Merci Damien. Donc, j'ai le plaisir de modérer cette session avec la nouvelle conseillère au ministère, Oriane Wagner-Ballon. Alors, nous allons donner la parole à Jean-Paul Fournier. Donc, Jean-Paul est enseignant à l'Université de Nice, faculté de médecine. C'est quelqu'un qui a une énorme expérience en docimologie et il va nous parler des modalités docimologiques d'évaluation des compétences en second cycle, options et optimisation. Jean-Paul, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Bon, alors c'est parfait. Alors, j'ai la difficile mission de vous parler de docimologie en postprandial et en début d'après-midi. C'est quasiment mission impossible, mais je vais essayer de le faire et sans vous endormir. Alors, on a dit ce matin combien l'apprentissage du raisonnement clinique allait être une composante majeure de l'approche par compétences. On a dit aussi ce matin que la gestion de l'incertitude était clairement un objectif extrêmement pertinent de l'apprentissage des étudiants, et ce, dès le second cycle. Et si vous regardez bien ce nouveau programme de 2020, bien vous voyez que la question numéro 3, ici, montre que la gestion de l'incertitude fait partie des objectifs d'apprentissage, et ce, dès maintenant, et ça concerne les étudiants qui viennent d'entrer en DF à SM1. Alors, ce qu'on est en train de faire n'a rien d'original. La plupart des pays sont confrontés à la même problématique, et notamment au niveau de l'apprentissage du raisonnement clinique. C'est très particulièrement pour nos collègues canadiens et nos collègues américains. Je vous cite ici une étude d'une revue de la littérature qui date de 2019. Elle confirme pratiquement en tout point une autre étude réalisée par nos collègues hollandais en 2012. Ils avaient exactement la même problématique que nous, à savoir une validation des connaissances et compétences non dissociables au niveau national par informatique. Toute ressemblance avec les EDN n'est peut-être pas complètement le fait du hasard. Eh bien, si l'on reprend la synthèse de ces deux études, que va-t-on voir apparaître? On va voir apparaître qu'il y a une nécessité de juxtaposer plusieurs formats, une évaluation en contexte professionnel, les écoles vont servir à ça, une évaluation en contexte non professionnel, l'EDN va servir à ça. Avec, pour les évaluations en contexte non professionnel, celles dont on va parler cet après-midi, la nécessité d'utiliser plusieurs outils complémentaires car permettant de mesurer différentes facettes du raisonnement clinique. Pour que ces formats soient utilisables et utilisés, il faut qu'ils aient un certain nombre de qualités. Et j'ai essayé de reprendre ici un cahier des charges des outils idéaux. Ce sont des formats valides en termes de contenu, en termes de construit. Autrement dit, on peut anticiper ce qui va se passer après avec ces étudiants quand ils seront devenus grands et prescripteurs. Et c'est notamment leur possibilité d'identifier des étudiants par leur niveau de compétences. En d'autres termes, est-ce que ces outils peuvent identifier de façon fiable un jeune interne d'un vieil externe, comme on le rappelait ce matin? Ces outils doivent aussi pouvoir idéalement prévoir, comme je vous le disais tout à l'heure, ce que ces étudiants deviendront. C'est ce qu'on appelle la validité prédictive. Dès lors que l'enjeu est important, et plus important que ça pour un étudiant tumeur, il faut que ces outils soient extrêmement fiables sur le plan de la fidélité. Comprenez la reproductibilité des scores, c'est-à-dire le même étudiant confronté à la même question obtiendra la même note à quelques mois d'intervalle. Il faut que ces tests soient réalisables. Autrement dit, il faut qu'on puisse administrer suffisamment de tests pour garantir la fidélité dans un temps raisonnable. Et on verra que tous les tests n'entrent pas dans cette catégorie. On peut se poser la question de savoir si ces tests ne vont pas avoir un impact didactique. Et effectivement, penser que les tests d'évaluation ne servent qu'à l'évaluation est clairement une vision très réductrice du problème. Enfin,
il est licite de se poser la question de savoir si ces tests n'ont pas un impact didactique négatif, ou même est-ce qu'ils pourraient avoir un impact didactique positif. Alors, qu'a-t-on à notre disposition? Eh bien voilà ce qui apparaît dans la littérature. Je vous ai fait figurer ici uniquement les tests utilisables hors milieu professionnel. Pour tous ces tests, vous avez les composantes du raisonnement médical qui apparaissent sur la partie droite, donc la collecte d'informations, la génération d'hypothèses, etc., etc. Vous connaissez tout ça très très bien. Les auteurs ont fait apparaître les particularités de ces tests, rubrique par rubrique, avec une case colorée. Plus c'est noir, moins ça fonctionne. Plus c'est clair, mieux ça fonctionne, avec l'équivalent numérique. Alors, qu'a-t-on à notre disposition? Eh bien, il y a un certain nombre de tests qui, a priori, ne rentrent pas dans toutes ces catégories. Le premier, par ordre d'apparition, c'est ce qu'on appelle le Comprehensive Integrative Puzzle. C'est un format très local développé par les Australiens quasiment à usage unique en Australie. Il a une particularité intéressante, c'est qu'il aborde la façon dont l'étudiant raisonne plutôt que l'aboutissement du raisonnement comme le font la plupart des tests. En pratique, c'est un jeu qui consiste à relier différentes informations, par exemple des hypothèses diagnostiques avec des éléments d'examen clinique ou d'examen paraclinique. Très peu de données donc, australo-australiennes, et a priori non informatisables, ce qui est très bizarre parce que c'est la déclaration qu'en font les auteurs de 2019, alors qu'en 2012, les Hollandais considéraient que c'était probablement le meilleur test à utiliser. Les cartes conceptuelles, vous les connaissez. Là encore, on mesure la façon dont l'étudiant arrive au diagnostic. C'est un élément qui est extrêmement intéressant pour la formation, mais pas pour l'évaluation. Donc, il n'entre pas dans nos catégories. L'Extended Matching Questions, ce sont des batteries de QCM reliées à une vignette clinique. C'est un format qui a été développé dans les années 90 aux États-Unis pour essayer de pallier les difficultés d'évaluation des questions ouvertes et essayer de limiter le queuing effect. Le queuing effect, c'est une expression anglaise qui est pratiquement intraduisible, qui correspond aux habiletés d'étudiants astucieux qui identifient les limites de construction des questions pour y répondre non pas en ayant la connaissance ou la compétence, mais en se servant des faiblesses des questions. Ça ne marche pas terriblement bien. Et quand on les corrèle, on ne trouve pas d'amélioration significative par rapport au QCM que nous connaissons. C'est un format qui est maintenant assez peu utilisé, pratiquement uniquement dans les examens nationaux aux États-Unis. Modified Essay Questions, c'est un format qui est intéressant. C'est un format qui, vous l'avez vu peut-être, mais encore que j'ai passé la diapo tellement vite que vous n'avez pas pu le voir, c'est un format qui rallierait presque tous les suffrages en termes théoriques. C'est quasiment l'équivalent de nos dossiers cliniques progressifs, avec notamment ce caractère progressif, on passe d'une question à l'autre en validant la précédente de façon irréversible. Il est très handicapé par la difficulté de correction, les discordances entre correcteurs, la nécessité d'utiliser beaucoup de questions pour arriver à une validité suffisante en termes de reproductibilité des scores. En un mot, comme on sent, il est peu utilisable et d'ailleurs plus utilisé depuis 2010. Les Patient Management Problems, c'est l'équivalent des dossiers des ECN, celles d'avant 2016, les versions papier. Là encore, en théorie, ça marcherait très bien. En absolu, ça permet de tout balayer du début à la fin, en pratique. C'est très limité par la spécificité de contenu. On n'est pas sûr du tout que l'étudiant qui réussit le dossier 1 réussira aussi bien le dossier 2. C'est une rédaction qui est lente et délicate, une correction qui est compliquée, une reproductibilité des scores qui est très faible, et surtout, il existe une corrélation très stricte entre les résultats obtenus par ces étudiants et les résultats obtenus par les étudiants au QCM, qui fait que les QCM les ont remplacés. Enfin, les questions longues ou courtes, ça correspond pour les plus anciens ou plus expérimentés d'entre nous à ce qu'on avait à l'internat. Rappelez-vous, les questions longues et les questions courtes, c'est ça.
Là encore, c'est un format qui ne fonctionne absolument pas sur le plan métrologique et qui donc est abandonné depuis très très longtemps. C'est dire qu'il est tellement mauvais qu'on l'a même abandonné en France. Alors, je vous ai fait figurer ici 3 formats qui sont probablement, à défaut d'être les meilleurs, peut-être les moins mauvais. Les QCM, les tests de concordance des scripts et les key features. Je les ai fait figurer en vert, vous voyez qu'ils répondent grosso modo au cahier des charges. Et je vous ai fait figurer en rouge, en vertical, qu'en fait ils ont chacun des lacunes et que quelque part ces lacunes se compensent, d'où la nécessité et la logique même de les utiliser ensemble pour des objectifs différents mais strictement complémentaires. Alors mon cahier des charges, c'était de vous parler d'optimisation des formats. Je vais essayer de le faire. J'ai donc très peu vous parler de tests de concordance des scripts, de key features, parce qu'on ne les utilise pas. Et qu'on se prépare tellement bien, on va les utiliser d'emblée de façon optimale. Je vais donc parler surtout de QCM, parce que ceux-là, on les utilise depuis très très longtemps, et on peut sûrement les améliorer. Il y a une logique à utiliser ces QCM. En termes de contenu, ça fonctionne très bien. Ça fait près d'un siècle, plus d'un siècle qu'on les utilise, on les connaît bien. On sait que les scores sont reproductibles, on sait qu'ils sont discriminants. On sait qu'ils corrèlent à pas mal d'autres formats. Ils seraient économiques à développer. Alors ça, c'est pas vrai. Les Américains considèrent qu'un QCM, le coût de développement, c'est entre 500 et 1500 $ l'unité. C'est cher. Moins cher qu'une station Écosse, où les Suisses considèrent qu'une station Écosse, c'est 80 000 € pièce. Il y a un impact éducatif. Les progress tests. Les progress tests sont des batteries de QCM utilisées en cours de programme de manière à ce que l'étudiant identifie ses lacunes et puisse les corriger avant la fin du programme. Les Canadiens viennent de montrer que les facultés qui utilisaient ces QCM, ces progress tests, amélioraient la performance de leurs étudiants. On disait ce matin combien l'approche didactique des examens peut être intéressante. C'est ce qu'on appelle le Test Enhanced Learning. Et c'est un système qui marche très très bien mieux que le Stabilo dont on parlait tout à l'heure. Et puis, ces QCM sont en partie prédictifs de ce que deviendront les internes. Autrement dit, si on sélectionne correctement les étudiants avec des QCM bien faits, on peut probablement identifier les futurs bons internes. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a plein de défauts qu'on peut raisonnablement leur attribuer, en particulier le fait que les étudiants puissent se servir de QCM mal construits pour répondre, et en particulier aussi l'impact négatif didactique, où les étudiants ne sont plus au lit des patients à apprendre la médecine, ne sont plus en stage pour apprendre la médecine, sont à la bibliothèque ou sur Internet en train d'apprendre par cœur des QCM qu'ils espéreront retrouver. Alors, si on regarde l'aspect pratique, praticabilité, eh bien, c'est vrai qu'avec 8 heures de QCM, on arrive à un taux de reproductibilité des scores qui est très important, à 0,95, ce qu'on n'arrive pas à faire avec la plupart des autres formats. Alors voilà, les QCM, c'est ça. Votre première réaction quand vous voyez un QCM comme ça, c'est nul. Et vous avez complètement raison. Et même si je l'ai écrit, je serais bien incapable d'y répondre. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Or, un QCM doit forcément donner une bonne réponse ou des bonnes réponses. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Vous vous rappelez cette publicité où vous aviez un joufflu cuisinier qui demandait à quoi ça servait, qui se décarcasse. Eh bien, on peut prendre exactement la même problématique avec les QCM et se demander à quoi ça sert de faire des bons QCM, c'est-à-dire des QCM qui ont une vignette clinique comportant des informations cliniques, mais aussi, pourquoi pas, de la biologie, des images statiques ou dynamiques, etc., etc.
Autrement dit, à quoi ça sert de développer des QCM avec ce qu'on appelle un contexte riche? Et en particulier, est-ce que ça fait mieux? La première façon de répondre, c'est de dire ça fait en tout cas pas moins mal, ce qui est déjà bien. Voilà une étude qui est très ancienne, très classique, elle relève du siècle dernier, et cet auteur se posait la question de savoir si des QCM à contexte riche, avec vignettes qui apparaissent sous le vocable MCQ dans ce diagramme, fonctionnaient aussi bien que des QCM très classiques, type vrai-faux, qui apparaissent sous le vocable MTF. Eh bien, que ça soit pour un index de reproductibilité, le KR20, qui n'est pas très loin du Cronbach, ou que ça soit pour la corrélation avec l'appréciation des enseignants, l'appréciation globale, vous voyez que les QCM des deux types fonctionnent exactement de la même façon, et ce, indépendamment des disciplines évaluées. Autrement dit, au moins à la première question, ça ne fait pas plus mal. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut aller plus loin que faire ce qu'on a l'habitude de tous faire, c'est-à-dire ne s'intéresser qu'à l'évaluation des connaissances? Ce n'est pas complètement inintéressant. On a dit ce matin combien connaissances et compétences étaient complètement indissociables. Et donc, évaluer des connaissances, quelque part, ça a du sens. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? La réponse est oui, bien sûr. Vous avez entendu parler de la classification de Bloom. Bloom n'est pas médecin, mais s'intéresse aux aspects cognitifs et définit 6 niveaux de performance, correspondant depuis le plus bas à la mémorisation simple, puis à la compréhension, l'application de ces connaissances, l'analyse de données qu'on leur fournit, l'évaluation, mais ça c'est la version révisée, parce que dans la version initiale, on parlait de synthèse et finalement la création. Je vous disais, Bloom n'est pas médecin et Anderson, qui a revu sa classification en 2002, non plus. Mais est-ce qu'on peut, nous, les adapter et les utiliser? La réponse est oui. Pour le premier niveau, Bloom 1, c'est les questions de cours. Il en faut. Bloom 2, pour nous, à Nice, on a interprété ça comme physiopathologie. Et c'est intéressant parce qu'on a peu de physiopathologie. Et on a interprété ça aussi comme reconnaissance de structure sur des images. Et là encore, Damien a une grosse expérience du zoning et il est, comme nous tous, effrayé de voir que les étudiants sont incapables de trouver un foie sur un scanner, par exemple. 3, c'est l'application des connaissances, la prise de décision. On retient tel diagnostic, on retient telle prescription d'examen complémentaire, ou telle thérapeutique, ou telle prise en charge. 4, c'est plus sophistiqué, on a considéré que c'était l'identification d'informations pertinentes dans la vignette clinique pour le diagnostic, la décision thérapeutique ou d'investigation. On a considéré aussi que c'était la justification de ces décisions. Pour le numéro 5, on ne l'a pas encore utilisé, parce qu'on n'était pas d'accord entre nous, et on vient de se mettre d'accord en disant qu'on restait sur la synthèse, et que ça, c'était par exemple le résumé des informations pertinentes de la vignette clinique. Et ça, c'est une notion qui n'est pas inintéressante, parce que si vous vous rappelez le modèle hypothético-déductif, excusez-moi, ça commence comment? Ça commence par une transformation sémantique. On transforme la plainte du patient, « Docteur, j'ai mal dans la poitrine, on a un problème à régler ». C'est exactement cette étape. Par contre, pour le 6, on cherche, mais on n'a toujours pas trouvé. Et quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est ça. Ça, c'est une étude toute récente qui s'intéresse à l'impact de la taxonomie de Bloom sur la discrimination et qui montre que plus on monte dans la taxonomie de Bloom, de 1 à 4, qui sont arrêtés à 4, plus on discrimine les étudiants. Et ça a du sens. On veut les classer aux EDN. Et si on veut les classer correctement, il faut qu'on les discrimine correctement. Est-ce que ça fonctionne dans la vraie vie? C'est la question qu'on s'est posée. Et on a suivi les recommandations du CNCI. Le CNCI nous dit « Les étudiants sont nuls en sémiologie. Ils ne savent pas examiner les patients,
Ils pensent que quand on voit un patient aux urgences avec des douleurs abdominales, on commence par lui faire un scanner abdominal et après, peut-être, on lui pose la main sur le ventre. Et quand un patient a la tête qui tourne, on commence par lui faire une IRM et on discute après. On a donc construit 120 questions administrées en 3 heures, balayant uniquement ces aspects-là. Examen clinique, prescription rationnelle d'examen complémentaire, interprétation d'examen complémentaire et gestion des différents résultats. Et on a administré ce test en distanciel à 3 promotions, M1, M2, M3. On leur a demandé aussi, j'y reviendrai après, d'évaluer leur degré de certitude sur leurs réponses. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? On a vu que les M3 étaient bien meilleurs que les M2, qui étaient bien meilleurs que les M1. Autrement dit, avec ce test, ciblé sur la sémiologie, ciblé sur des QCM de bonne qualité, je reviendrai, on a une validité de construit, ce qu'on n'obtenait jamais avant avec les QCM. On s'est dit, c'est trop beau pour être vrai. Alors on a récidivé. On a un IS en M2 et en M1, un examen qu'on appelle cumulatif transversal. C'est un avatar de ce que font les Strasbourgeois et les Nancéens. Ils appellent ça l'Est. Pour des raisons de copyright, on appelait nous ça ECT. Et cette année, en distanciel, c'était tout en QCM. On a donc administré de nouveau 120 QCM à nos étudiants, en M1 et en M2. Mais là, on a pris, sur les 120, 60 QCM communs. Et on s'est dit, il faut qu'on valide ce qu'on a déjà trouvé. Et bien, on l'a validé. On est en train d'analyser les résultats. Et on s'est dit, on va probablement montrer que plus on monte dans la discrimination, dans la taxonomie de Bloom, plus on discrimine. Et qu'à l'inverse, si on stagne au premier niveau de la taxonomie de Bloom, on ne doit pas trop discriminer. C'est presque ce qu'on a réussi à trouver. On a bien une différence entre l'M1 et l'M2, mais elle est significative. Mais regardez les chiffres, la différence ne saute pas aux yeux. Par contre, entre les M2 et les M3, on n'a pas de différence pour les QCM classés 1 de la taxonomie de Bloom, ce qui représente à peu près 30% de nos QCM. Ce qu'on a utilisé comme façon de construire nos QCM, c'est une méthode dérivée de la génération automatique de QCM. On est comme vous, faute d'avoir des moyens, on est obligé d'avoir des idées. Et puis on s'est dit, il y a des tas de domaines où les robots font mieux que les humains, c'est bon pour notre ego de chercher des domaines où peut-être on fait un peu mieux. Et quand on regarde la qualité des questions générées de façon automatique par intelligence artificielle, c'est indiscernable, certes. Mais quand on analyse plus précisément avec une grille, là où ça pêche, c'est sur les distracteurs qui fonctionnent moins bien. Alors c'est ça qu'on a utilisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on identifie dans la façon de construire nos QCM tous les points importants au niveau de la vignette et au niveau des questions. Et ce, de façon reproductive. C'est-à-dire le contexte, les détails, etc. Et la littérature nous dit que c'est probablement un système qui permet de limiter le queuing effect et qui permet de valider des étudiants qui fonctionnent à haut niveau cognitif. Alors voilà ce que ça donne. On reprend le même thème que tout à l'heure. C'est la même jeune femme qui vient aux urgences parce qu'elle a mal au ventre. Sauf que vous voyez, ça fonctionne un peu différemment du premier. En termes de niveau de difficulté, on est à 0,55, pile dans la cible. En termes de discrimination, on est à 0,45, largement supérieur à ce qu'on exige. Mais regardez comment est construit ce QCM. À droite, vous avez toutes les informations qui conduisent au diagnostic. Tout le monde avait identifié une grossesse extra-utérine et donc c'est bien les PTHG qu'on va prescrire en première intention. Mais regardez aussi à gauche, c'est tous les éléments qui vont l'amener vers un distracteur qui est plausible. Douleur de la fossile à droite chez une femme de 28 ans, comment ne pas penser à l'appendicite, d'autant qu'elle a encore son appendice et qu'elle a été traitée par antibiotiques pour une appendicite il y a quelques semaines.
Autrement dit, on se met en position d'avoir des distracteurs qui fonctionnent bien. Et ça, c'est probablement le gage de qualité le plus évident d'un bon QCM. À contexte riche, s'entend. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un bon distracteur? Un bon distracteur, c'est un distracteur qui va, j'ose le terme, piéger au moins 5% des étudiants. Et un mauvais distracteur, c'est un distracteur qui n'a pas cette particularité, qu'il faut éliminer lors d'une deuxième administration du QCM. Vous aviez ici une rupture spontanée de l'œsophage. Et donc, ce qui était intéressant, c'est quel examen allez-vous prescrire devant cette suspicion clinique? On attendait un scanner avec ingestion de produits hydrosolubles. Mais regardez, la plupart des étudiants ont prescrit un angioscanner thoracique, ce qui, dans le contexte, n'a pas grand intérêt. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est d'une part, est-ce que les distracteurs fonctionnent? OK. Autrement dit, est-ce qu'on peut réutiliser cette question? Et ce qui est encore plus intéressant, c'est ça. Ça, c'est la rétroaction. Autrement dit, le QCM sert à autre chose qu'une simple évaluation. On est dans la logique du test-based learning dont on parlait tout à l'heure. Et maintenant, si on essaye de résumer ce qu'on vient de dire. À ma gauche, QCM classique, vrai, faux. C'est blanc et noir, c'est le jour et la nuit, il n'y a pas de discussion là-dessus. À ma droite, le QCM à contexte riche, avec une seule bonne réponse, qui est précisée aux étudiants. Je vais y revenir tout à l'heure, c'est très important. Et vous voyez qu'en fait, on fait dans le camailleux du noir très foncé au blanc très clair. Et en fait, c'est ça qui va donner la discrimination. C'est là qu'on va voir les étudiants qui dominent leur sujet. Est-ce qu'il faut continuer à utiliser des QRM? Voilà deux QCM. Regardez-les bien, c'est exactement les mêmes. À un détail près, la question. Ici, on dit aux étudiants, c'est un QRU. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Ici, on dit aux étudiants, c'est un QRM. Il y a au moins une bonne réponse. En fait, il n'y en a qu'une. Et on va soumettre une batterie de QCM de ce type aux étudiants. On va leur demander de répondre. On va leur demander aussi de nous dire quel est leur degré de certitude. On va leur demander comment vous avez répondu à ces questions, quelle est votre stratégie de réponse à cette question. Et on va comparer. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que le degré de certitude baisse de façon significative quand on passe du QRU à la traduction QRM. On va voir que les étudiants ressentent de façon subjective que c'est plus difficile de traiter un QRM qui n'a qu'une seule réponse, mais ils ne le savent pas, qu'un QRU. Et surtout, on va s'apercevoir que les étudiants vont adopter une stratégie inadaptée de façon beaucoup plus importante. Et si on corrèle maintenant la variation de certitude avec la variation de performance, on va s'apercevoir que c'est complètement corrélé. Autrement dit, on pousse les étudiants à la faute en leur administrant un QRU sous forme de QRM avec une seule bonne réponse. En d'autres termes, on va générer une baisse de discrimination. D'habitude, la baisse de discrimination, ça favorise les mauvais étudiants, les étudiants les plus faibles, pardon, il ne faut pas dire mauvais. Ici, ça va défavoriser les étudiants les plus performants. Combien est-ce qu'il faut d'options pour un QCM? 3. Méta-analyse, 2005, 80 ans d'expérience, 3 options de réponse. OK? C'est vrai? On ne lutte pas contre les méta-analyses.
sauf que le critère, c'est la reproductibilité des scores. Et si on s'intéresse maintenant à l'impact sur la possibilité de deviner, ça fonctionne moins bien qu'avec un nombre plus important d'options, d'où la proposition, c'est celle qui est retenue par le CNCI, 3 à 5 options. Degré de certitude. C'est quelque chose qu'on est en train d'évaluer avec les 120 questions dont je vous parlais tout à l'heure. Mais d'autres l'ont fait avant nous. On s'aperçoit là encore qu'on peut faire plus et mieux qu'une simple évaluation. J'ai encore un peu de temps? Je me dépêche. Donc, on parle ici de neurologie et on va corréler la performance avec le degré de certitude et définir 4 groupes d'étudiants. Donc, je vais passer un petit peu là-dessus pour m'intéresser à ça et voir si on peut mettre en évidence une corrélation entre l'incertitude ou la certitude et le risque potentiel pour le patient si la situation correspondait à la vraie vie. Et on montre, et c'est ça qui est très intéressant, que dans les 2 groupes, pour les étudiants qui sont incertains, le risque pour le patient devient non négligeable. Et là encore, c'est extrêmement intéressant d'avoir une rétroaction là-dessus pour ne pas laisser partir des étudiants certains d'une mauvaise réponse. Finalement, dans ces QCM à contexte riche, tout se passe au niveau du stimulus et des distracteurs. Si on devait garder des QRM, à plusieurs options de réponse attendues, ça serait uniquement pour des questions de type vrai-faux, donc des questions de mémorisation pure. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui sous-tend ces questions sur le plan cognitif. On dispose d'un certain nombre de données qui montrent que les étudiants fonctionnent d'autant mieux qu'ils sont plus performants. Que plus les étudiants sont performants sur les QCM, plus leur raisonnement se rapproche de celui des experts. C'est ce que nous dit les raisonnements à voix haute. Et ce qu'on montre également en IRM fonctionnel, c'est que les circuits activés pour la résolution de QCM de type vrai-faux ne sont pas les mêmes que ceux des QCM plus évolués. Est-ce que ça vaut la peine de relier ces questions type QCM dans des DCP? On n'a qu'un équivalent qui n'est pas tout à fait le même dans la littérature anglo-saxonne, les Modified Essay Questions. Dans la littérature française, il n'y a que très très peu d'études là-dessus. J'en ai colligé 2 ou 3 qui viennent en partie de Bordeaux. On s'est posé la question de savoir si ces DCP étaient prédictifs de ce qui allait se passer après. Et on a donc testé l'hypothèse que le rang de classement aux ECNI était prédictif ou pas de la performance des étudiants devenus internes au cours de leur phase socle. On a fait ça avec des étudiants de Nice, soit en stage en poste à Nice, soit formés à Nice et expatriés. C'est une grosse partie de nos étudiants. Et on montre effectivement qu'il existe une corrélation significative, mais pas très importante. Et quand on s'intéresse aux différents composants, ce qui apparaît, c'est que les DCP sont effectivement prédictifs. La corrélation est significative, mais elle n'est pas très importante. Et quand on s'intéresse maintenant à la façon dont ont fonctionné ces DCP, il y a 3 épreuves de 6 DCP aux ECN. Il y en a 2 sur 3 qui ont bien fonctionné. Quand on compare les 2 qui ont fonctionné avec la 3e qui n'a pas fonctionné, on s'aperçoit que le seul élément qui les distingue de façon significative, c'est la qualité de rédaction des questions qu'on a jugée avec une grille. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé au TCS? Pour toutes ces raisons. Le TCS, c'est un outil qui a des bases cognitives extrêmement solides. C'est un outil qui est largement validé, largement utilisé, qui permet d'explorer des aspects qu'on n'explore pas facilement avec d'autres formats, en particulier l'éthique, en particulier le rapport risque-bénéfice, le rapport coût-bénéfice. Et surtout, c'est le seul format qui permette d'évaluer en contexte d'incertitude. Il mesure le cheminement et non pas le résultat comme les QCM. Il a une validité de construit. Toutes les études convergent pour montrer qu'on identifie à chaque fois les gens par leur niveau d'expérience. Il a un impact didactique.
Il y a une corrélation avec l'évaluation sur site, mais il y a des discussions sur sa validité, des discussions sur le mode de calcul des scores et le mode de raisonnement des experts et des étudiants. C'est des discussions qui ne sont pas forcément inintéressantes, mais qui sont un petit peu hors sujet. Qu'attend-on des key features? Là encore, il focalise les points importants, le nœud du raisonnement, l'endroit où l'étudiant risque de faire des erreurs. Il a des bases psychométriques extrêmement solides. Là encore, une solide expérience internationale, un impact didactique important. Il a forcé les étudiants à un apprentissage en profondeur, notamment via la simulation. Lui aussi une validité de construit et lui aussi a une validité prédictive, notamment en termes d'éducation thérapeutique. Alors finalement, aucun format ne peut tout faire. Il y a donc une logique à utiliser des formats complémentaires. Il y a une logique à utiliser des formats qui balayent toutes les étapes du raisonnement depuis le début jusqu'à l'aboutissement. Il y a une logique à utiliser des formes évoluées de QCM comme celles que je vous ai montrées. Et il y a une logique à utiliser des formats qui vont générer un apprentissage en profondeur et donc probablement favoriser l'apprentissage par compétences. Encore une fois, comme on le disait ce matin, les étudiants sont stratégiques. Et je crois que c'est fini. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé très didactique sur les modalités docimologiques. Et je pense qu'aucun des participants ne posera plus de QRM à une réponse. J'espère. Si, toi, tu veux. Ah. Justement, je voulais revenir sur ce point de QRM à une seule bonne réponse. J'ai bien compris que dans une situation de best answer, de toutes les manières, on est dans un format QRU, donc la question ne se pose même pas. Et donc la question se posait sur les QRM à une seule bonne réponse. Je suis j'ai un avis un peu mitigé parce que j'ai bien compris qu'en termes de discrimination, il n'y avait pas d'avantage à proposer une ou plusieurs réponses. Malgré tout, notre évaluation n'est pas toujours une évaluation qui demande de la discrimination. C'est-à-dire que de temps en temps, on est quand même sur une validation des acquis. Et c'est vrai que dans un système de QRM avec une seule bonne réponse, il faut aussi valoriser. Imaginons qu'un étudiant ne donne pas la bonne réponse. Il a quand même 3 items à laquelle il n'a pas répondu et il est quand même logique de valoriser les réponses qu'il n'a pas validées, les 3 réponses fausses. Et donc, d'ailleurs, ceci est prévu dans la pondération du QRM, puisque si un étudiant ne coche pas la bonne réponse, il s'éloigne de 2 du patron de réponse, il a quand même des points. Donc, je pense que dans une optique formative et de validation des acquis, la situation est un peu différente que dans la nécessité d'obtenir une bonne discrimination. Et d'ailleurs, une des preuves, c'est que les QRM à une seule bonne réponse, on pourrait très bien les inverser, hein, si on donne une formulation négative bien sûr qu'on ne préconise pas, mais elle serait transformée en un QRM à 4 bonnes réponses. Et donc, je pense qu'en termes de juste évaluation et de juste notation, il y a quand même un intérêt, en dehors des best answers, à peut-être maintenir quand même ce type de format. Alors, oui et non. Dans une logique formative, comme vous le dites très justement, pourquoi pas? Et c'est important, encore une fois, d'insister sur le fait que les examens, de façon générale, ne sont pas utilisés uniquement pour l'évaluation. Et le retour sur les examens, les commentaires sur les résultats sont probablement un des temps forts de la formation et effectivement, pourquoi pas l'apprentissage par compétences. En ce qui concerne l'aspect strictement évaluatif, je pense que là, par contre, il faut rester sur des questions qui soient construites de façon le plus logique et le plus rationnelle possible, de manière à éviter ce qui là n'est rien d'autre qu'un biais.